là, on s'est dit, ah, mais en fait, c'est possible d'éditer. C'est possible de se faire éditer. C'est pas juste un rêve. En fait, tu peux penser un truc, un concept, le réaliser, et que derrière, quelqu'un, il intéresse suffisamment l'éditeur pour que le mec mette de l'argent dedans et le fasse. Et d'ailleurs, selon toi, devient-on auteur de jeu à la signature du contrat ou dès la création d'un proto? Bah après, ça dépend. La signature d'un contrat, c'est juste un caractère institutionnel. C'est pareil. Après, est-ce que t'es auteur de, enfin, c'est-à-dire quoi? C'est très compliqué. C'est-à-dire que, est-ce que quand t'as écrit un livre, t'es écrivain? Est-ce que mais est-ce que t'es écrit 100 livres merdiques? Est-ce que t'es écrivain, en fait? Enfin, c'est difficile à dire. Mais ça dépend. C'est vraiment un problème de définition. C'est si tu purement institutionnellement, chaque contrat signé, ouais, tu gagnes des points, capital institutionnel, on va dire. Mais est-ce que ça fait plus de toi un auteur? Qu'est-ce qu'est un auteur? Il y a une distinction intéressante. C'est Cyril qui fait cette distinction, Cyril Distari, entre un auteur, ce qu'il appelle les auteurs, et les faiseurs. Ce qu'il appelle les faiseurs, c'est ce que moi j'appelle les cuisiniers, mais je veux pas rentrer là-dedans. Mais en fait, c'est très dur parce que le mec qui te dit comme ça, ouais, je suis auteur de jeu. Moi, si je te dis je suis auteur de jeu, ça fait un peu, comment dire? Est-ce que c'est orgueilleux? Est-ce que je sais pas? Enfin, je sais pas. Franchement, c'est difficile. Je sais pas. Je peux pas te dire. C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. À définir. Non, mais vas-y. Mais justement, comment qu'est-ce qui te permet de définir? Tu vois, il y a pas de frontière. T'es pas dans un. Si, quand même. Moi, je trouve que effectivement, par rapport à continu, c'est pas discret, comme on dit en stat. Tu vois, mais par rapport à ce que tu disais, il y a des faiseurs et n'importe qui peut inventer un jeu. Il sera plus ou moins bon, plus ou moins réglé, plus ou moins tout ça. Mais c'est plus l'intention, la vision de l'auteur qui transparaît dans son œuvre. C'est pas assez formalisé pour que tu c'est très subjectif. Toi, t'es un auteur, toi, t'en es pas un. C'est surtout subjectif. Mais comme dans même si tout le monde sera pas d'accord dans d'autres domaines artistiques, tout le monde sera pas d'accord sur le fait que le jeu est un domaine artistique, c'est forcément subjectif. C'est forcément des gens qui vont juger que tu as eu une intention, que tu as eu une vision, que tu as eu et que ça fait de toi un auteur. Je pense. Ouais, sans doute. Mais en tout cas, c'est voilà, tant que t'as pas de frontière préétablie, mais je pense que justement, alors je veux pas parler d'art, mais de culture, on va dire produit culturel, c'est plus simple. Non, mais produit culturel, c'est plus simple parce que t'as une vraie t'as des définitions en tout cas. Et enfin voilà, pour un livre, voilà, à partir de quand tu peux dire qu'un mec, un romancier, est-ce qu'il est romancier dès son premier roman signé? Mais est-ce que s'il a fait 12 romans chez lui avant, est-ce que quelque part il n'est pas déjà plus romancier parce qu'il a 12 romans? Mais si voilà, t'écris n'importe quoi 12 fois, est-ce que ça fait de toi un romancier? Enfin, tu vois, c'est quand même assez compliqué. Je veux dire, j'ai aucun doute sur le fait que Simenon soit un romancier, par exemple. Après, te dire à partir de quand il a commencé à être romancier, ça devient chaud. Je sais pas. Et tant qu'on est dans la création, du coup, on dit qu'il y a 3 manières de démarrer la création d'un jeu. Le thème, la mécanique ou le matériel. C'est vrai? Et si oui, toi, c'est quoi ta méthode, en fait? Bon, déjà, le matériel, je dirais que non. Je vois pas trop. Ou alors, ça, c'est un exercice de style. Dire, tiens, débrouille-toi, fais un jeu avec ça, je trouve ça naze. Le thème, c'est-à-dire que si tu dis c'est le thème, moi, pourquoi pas, mais je sais pas. C'est-à-dire que tu vas chercher à simuler quelque chose. Moi, ça, c'est un truc que j'aime bien, simuler dans le jeu. Parce que la simulation, encore une fois, c'est ce que tu fais je suis désolé, encore une fois, c'est que tu fais dans le jeu de rôle. Si tu dis, je pars du thème, je veux un système, c'est-à-dire que je vais simuler la physique de ce monde-là, et donc, encore une fois, mon système de jeu, ce sera une simulation, et une simulation, c'est-à-dire que tu pars du thème pour la formaliser. Tu vas formaliser le thème, en fait. Ton système, ce sera voilà, c'est exactement ça, d'ailleurs. Ton système, ça va être une formalisation de ton thème. Donc, tu es dans la simulation. Ouais, moi, je dirais que pour ma part, je fonctionne assez comme ça, mais parce que c'est ce qui se passe, encore une fois, si tu veux être dans l'immersion, alors
t'es dans la simulation, donc t'es dans la formalisation. Si on continue avec cette espèce de séparation là, Ameritrash, jeu je sais pas, Eurogame. Après, il y a plein de subdivisions que je connais pas entre le jeu à l'allemande ou pas à l'allemande, ou l'école française maintenant, etc., etc. Quelque part, si on dit que le système se suffit à lui-même, là, peut-être que c'est ça pour moi un jeu allemand ou un Eurogame. C'est un système où le système se suffit à lui-même et le système, jouer avec le système en lui-même te procure du plaisir. Si ton système, comme je te disais tout à l'heure, c'est un truc qui te prend et qui t'amène dans l'univers, alors là, par contre, c'est la simulation. Et si tu simules, c'est que t'es partie du thème. Ça fait peut-être mieux de dire que non, mais c'est la mécanique. Je pars d'une mécanique pour faire un jeu. Ça fait peut-être plus intelligent, mais je pense que c'est de la façade en fait. Je pense qu'il n'y a pas un truc qui techniquement parlant. Je pense pas du tout que les gens qui font du jeu allemand soient des meilleurs techniciens que les gens qui font du jeu américain. Ça c'est pareil, l'espèce de rapport et les gens qui abordent l'aléa, ou le rapport un peu suspect à l'aléa, c'est, pour parler trivialement, c'est de la merde. Parce que je vais expliquer pourquoi. En gros, il y a un truc qui est très important dans les jeux sans aléa, c'est que l'output, à la fin, ce qui se passe, c'est la qualité de tes choix va mécaniquement déterminer la qualité de l'output. T'as gagné, t'as mieux joué, t'as gagné. Super, parfait, très bien. Je trouve que c'est encore plus fort d'accepter de se dire que c'est la qualité que avoir bien joué, c'est au moment de la prise de décision. C'est la qualité de la décision et que derrière, tu as effectivement de la variance, que la plupart du temps, tu vas du bon côté de la variance et tu vas gagner. Il arrive que même en ayant me joué, tu vas perdre, mais c'est pas grave. L'important, c'est que quand tu es là, c'est ton expérience mathématique en fait. C'est pour moi c'est pour ça qu'un jeu à l'américaine, en termes purement techniques, est pas forcément moins abouti qu'un jeu à l'allemande. Simplement, il y en a un, tu juges le résultat est corrélé à 100%, on va dire, à la qualité de la décision. L'autre, la qualité de la décision, c'est en expérience mathématique que tu la mesures. C'est pas au résultat. Le résultat, il est susceptible de variance. C'est je peux être le meilleur joueur du monde. Un jeu comme les joueurs de poker par exemple, t'as énormément d'aléas dans le poker, et ce qui fait que tu peux être le meilleur joueur du monde du poker, tu peux être une pure calculatrice, tu es le meilleur, et pourtant il va t'arriver de perdre. Et c'est pas grave, c'est pas pour ça que t'es pas le meilleur en fait, c'est pas pour ça que tes prises de décision n'ont pas été les meilleures. Et donc pour moi justement un joueur de grande qualité, il fonde sa victoire ou pas sa victoire, mais la qualité de sa partie sur ses prises de décision. Après, est-ce qu'il a besoin que la qualité de ses décisions soit directement, mécaniquement sanctionnée par une victoire? C'est presque petit, je dirais. Enfin, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir bien joué. Ensuite, personne va te dire si on fait un 4-21, je t'ai battu, je suis donc meilleur que toi et plus intelligent. Ouais, je suis pas sûr. Tu faisais n'importe quoi, t'as juste eu de la chance. Tu vois. Je dirais que le besoin de se rassurer par la victoire, je vois pas en quoi ça grandit qui que ce soit, quoi. Enfin, donc ouais, moi l'aléa ça me gêne pas du tout, puisque au contraire, je pense que la seule chose qui compte, c'est presque plus noble, je trouve, de se poser la question de la qualité de la décision elle-même, plutôt que d'avoir besoin de se rassurer en disant ah ouf, c'était la bonne qualité, la bonne décision puisque j'ai gagné. Et non, tu peux dire ah c'était la bonne décision mais j'ai perdu, c'est pas grave, mais c'était quand même la meilleure décision, donc t'as très bien joué. Mais sauf que voilà, comme dans la vie, il y a du chaos, il y a de la variance, il y a de l'entropie, il y a je sais pas quoi dire. On voit que tu es un auteur donc très prolifique. Tu signes tous tes premiers jeux avec comme co-auteur, tu disais Guillaume Blossier. Ouais, parce que c'est vraiment lui qui m'a mis dans le truc en fait. C'est une rencontre entre lui et Mathieu Despnous. C'était marrant. Moi, Guillaume, je le connais depuis j'ai 6 ans. Ouais, 6 ans. Et Guillaume, il a fait un jeu un peu. Il a fait un jeu qui s'appelait Scam Husband. Donc c'était de la traduction littérale. Les pierres qui roulent, faut deviner Rolling Stone.
chez Mathieu, au début de sa collection, en fait, Mathieu cherchait des jeux pour lancer sa collection Petite Boîte Métal. Et donc, Guillaume lui a proposé ça, et il l'a pris, et c'est pas tellement le succès du jeu en lui-même, c'est que là, on s'est dit, ah, mais en fait, c'est possible d'éditer. C'est possible de se faire éditer. C'est pas juste un rêve. En fait, tu peux penser un truc, un concept, le réaliser, et que derrière, quelqu'un, il intéresse suffisamment d'éditeur pour que le mec mette de l'argent dedans et le fasse. Et ça aussi, c'était un petit déclic quand même, parce que c'est là qu'on s'est dit, ah bah, puisque c'est possible, on était un peu con parce qu'on s'est dit, tiens, je me suis dit, ah bah, j'ai une idée de jeu, bam, je suis venu avec Rush & Crush. Et enfin la boîte de vitesse de Rush & Crush pour qu'on fasse un jeu Mad Max autour. Et sauf que c'était pas du tout la même possibilité d'éditer un jeu chez Mathieu et d'éditer un truc comme ça. Mais on écrit une jolie lettre à Croc et tout, on lui envoyait proto. Il nous a dit non, mais pas comme ça. En fait, il nous a envoyé un mail très long, disant oui, il était super sympa, il faisait beaucoup de bonnes idées et tout, donc ça nous flattait. Mais cependant, ce n'est pas ce que cherche Asmodée en ce moment. tu connais par cœur. Des circonvolutions là pour dire ah mais ça nous intéresse, on s'en fout en fait. Mais c'était sauf que le truc de Scammers Bunt, malgré tout, il y avait un avant et un après quoi. C'était en fait, si, c'est possible. Et derrière, il s'est rien passé pendant plusieurs années. C'était puisque Scammers Bunt, c'était, que je te dis pas de conneries, ça devait être en 2002. 2002, donc Rush & Crush tout de suite 2002, et puis première édition de jeu 2006 et encore un petit jeu. Non, 2005, un petit jeu. 2006, un petit jeu. Et il aura fallu vraiment attendre la Gen Con pour le premier gros jeu.